Là, il faut vraiment qu'on la retrouve. Et il faut qu'il y ait des moyens. On espère que l'enquête va prendre une nouvelle dimension. On désespère pas. Nous, on veut la retrouver à tout prix. Peut-être que c'est fou, mais on y croit vraiment. On peut la retrouver, mais il faut que l'enquête avance et maintenant parce que ça fait déjà trop longtemps. Bonsoir. Plus de 2 ans que Tiphaine Véron, une Française de 36 ans, a disparu au Japon, volatilisée en quelques minutes dans l'un des coins les plus touristiques de l'archipel, la région des temples de Nikko. Absence tout aussi soudaine qu'inquiétante, car cette auxiliaire de vie scolaire n'avait strictement aucune raison de vouloir disparaître volontairement, encore moins sans doute de vouloir attenter à sa propre vie. La thèse de l'accident a évidemment émergé très vite dans cette affaire. Elle paraissait s'imposer dans cette région bucolique, propice aux randonnées. Puis, peu à peu, a surgi une autre explication plus sombre. La piste criminelle, celle d'une mauvaise rencontre qui aurait précipité la perte de la touriste française. Cette piste, la piste criminelle, n'aurait pas été explorée à fond. Nous allons voir ce soir avec nos invités pourquoi celle-ci retient désormais avec beaucoup d'insistance l'attention des proches de la disparue. Qui aurait pu en vouloir à Tiphaine Véron? Impossible de répondre à cette question pour sa famille, qui continue de remuer ciel et terre en France et au Japon pour que l'on puisse retrouver Tiphaine, ou tout au moins pour qu'une explication soit donnée à son absence. Étrange disparition qui semble depuis le début embarrasser les autorités japonaises. Un puzzle dont toutes les pièces, volontairement ou pas, n'ont pas été à ce jour toutes réunies. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Tiphaine Véron. Cette Française de 36 ans n'a plus donné signe de vie depuis l'été 2018, date où elle a mis pied au Japon, au nord de Tokyo, dans l'une des régions les plus touristiques du pays. Ce vendredi 27 juillet 2018, Tiphaine Véron atterrit à l'aéroport de Tokyo Narita. Cela fait 6 mois que cette Française de 36 ans prépare ce séjour au Japon. Elle se passionne depuis plusieurs années pour ce pays. Elle s'y est rendue une première fois en 2013 et à son retour, s'est décidée à prendre des cours de japonais, langue qu'elle commence même à écrire. Tiphaine Véron n'a toujours eu qu'une seule idée en tête, retourner dès que possible dans l'archipel. La célibataire n'a laissé aucun détail au hasard. Elle a minutieusement préparé son séjour, établi une liste de visites réservées de petits hôtels dans lesquels elle pourra séjourner. Dans la nuit du 27 au 28 juillet, elle dort dans un établissement de la zone aéroportuaire de Narita. Le lendemain, samedi 28 juillet, elle quitte la mégalopole de Tokyo. Elle prend un train vers le nord, une région de montagnes et de forêts autour de la petite ville de Nikko. Tiphaine Véron a réservé une chambre dans un petit hôtel-auberge, le Turtle Inn, fréquenté par une clientèle de touristes et de promeneurs japonais et étrangers. Comme le veut la coutume locale, Tiphaine a pris soin d'apporter un petit cadeau aux aubergistes, en l'occurrence un pot de miel. La Française ne montre aucun signe d'inquiétude. Elle a prévenu sa famille, restée en France, ses frères, sa sœur, sa mère, de son arrivée au Japon. Elle est excitée à l'idée de découvrir le pays profond, cette région au pied du mont Nakimushi, qui abonde de temples bouddhistes, région sillonnée de chemins de randonnée, de petits cours d'eau, au cœur d'une nature plutôt sauvage. C'est la première étape du périple japonais de Tiphaine Véron, parti en solo pour réaliser le rêve de sa vie. Le dimanche 29 juillet, Tiphaine Véron prend son petit déjeuner au Turtle Inn. Dans la salle, elle discute avec 2 couples, l'un français, l'autre allemand. La Française semble hésiter sur sa balade car le temps n'est pas au beau fixe. Il pleut abondamment. Elle ira peut-être visiter un musée. Vers 10h, le gérant de l'hôtel la voit sortir. Elle a réservé pour 2 nuits et a prévu de retrouver sa chambre en fin d'après-midi. Elle laisse sur place son passeport, sa valise. Elle n'emporte avec elle que quelques affaires légères, ainsi que son téléphone portable. La Française quitte l'hôtel à pied. Dans la soirée, l'aubergiste ne la voit toujours pas revenir. La clé de sa chambre n'a pas été utilisée. La cliente ne va pas rentrer de la nuit. Dès le lendemain, lundi 30 juillet au matin, l'hôtelier prévient les autorités, le commissariat de Nikko. L'ambassade de France à Tokyo est à son tour alertée. C'est elle qui va contacter la famille en France. Commence alors le mystère. Tiphaine Véron. Les premières recherches sont lancées, mais sans succès. Le téléphone portable de Tiphaine Véron ne répond plus. Toutes les hypothèses vont alors être échafaudées, y compris les plus dramatiques.
Dans les jours qui suivent la disparition de Tiphaine Véron, ses proches sont sur place, arrivés dans la petite ville de Nico. Sa sœur Sibylle et son compagnon, ainsi que ses 2 frères. Une famille rongée par l'inquiétude et qui passe alors en revue les possibles scénarios de cette évaporation. Tiphaine a pu ainsi avoir eu une crise d'épilepsie qui l'aurait désorientée et aurait pu la faire chuter. Elle souffre de cette maladie, apparue brutalement depuis quelques années. Il lui arrive d'avoir des petites crises passagères et une fois par an, environ une plus importante. La Française n'a pris aucun risque, elle a emporté avec elle ses médicaments, elle a même pris soin de rédiger un petit papier en japonais glissé dans sa poche pour prévenir qu'elle est épileptique. Personne, pourtant, n'a signalé une touriste en proie à une crise nerveuse ou quelqu'un qui aurait pu se blesser. Aucune patiente n'a été enregistrée sous ce nom français à l'hôpital local. La police de Nico lance ses premières recherches. Elle parcourt les chemins qui, depuis l'hôtel, mènent à une ribambelle de temples, de complexes, de sanctuaires. Le sanctuaire Toshogu, dispersé dans la forêt. Des chemins parcourus par les touristes et de nombreuses familles dans cette région réputée tranquille et a priori sûre. Malgré l'enchevêtrement des sentiers, les autorités ne dénombrent que peu d'accidents, les autochtones comme les touristes s'écartant rarement de leur itinéraire. Les policiers s'active en essayant de ratisser les 2 km² où Tiphaine aurait pu s'aventurer. Le 10 août, les autorités locales reçoivent l'information selon laquelle une occidentale a été aperçue sur un sentier menant au mont Nakishumi. Ce témoin a été surpris de cette présence car la météo est très mauvaise et un typhon annoncé dans le secteur. 60 policiers et pompiers, assistés de chiens de recherche, se rendent sur place. Un drone et un hélicoptère sont également mobilisés, sans aucun résultat. À Nico, la famille de Tiphaine Véron fait tout pour soutenir et accélérer les recherches. Des proches qui distribuent des tracts, des photos de Tiphaine, des appels à témoins et qui collent des affiches. La police va ainsi recevoir 80 appels téléphoniques, mais après vérification, ces signalements ne donnent rien. Les enquêteurs se tournent également vers la compagnie Tokyo Electric qui assure le fonctionnement de barrages sur la petite rivière d'Aya, un cours d'eau qui peut être violent et tumultueux, aux rives glissantes, surtout en temps de pluie. Le corps de Tiphaine aurait très bien pu être emporté en aval. Le cours d'eau est long de 400 km, mais là encore, on ne trouve rien. Des recherches infructueuses, personne n'a rien vu, mais pourtant impossible de s'évaporer de cette façon dans un lieu aussi fréquenté. La thèse la plus évidente, celle de l'accident, pourquoi pas, suite à une crise d'épilepsie, mais cette thèse s'éloigne, apparaît plus clairement alors une autre possibilité, celle d'un crime. Qui aurait pu s'attaquer à Tiphaine Véron, lui faire du mal, et pourquoi ? Dans les semaines et les mois qui suivent la disparition, ses proches et ses collègues de travail s'interrogent. Tiphaine n'était pas du genre à susciter des tensions et à avoir des ennuis. À l'école maternelle Alphonse Daudet, à Poitiers, où elle est auxiliaire de vie scolaire, plus précisément aide à la scolarisation pour les élèves en situation de handicap, Tiphaine est considérée comme une personne ponctuelle, dévouée, sérieuse et ayant parfaitement la tête sur ses épaules. L'école organise une journée pour Tiphaine, histoire d'alimenter une cagnotte permettant à la famille de la disparue de financer les frais d'enquête. À Poitiers, une information judiciaire est ouverte par le procureur. Un juge d'instruction désigné commence alors un échange de documents dans le cadre de la coopération policière internationale. Travail fastidieux qui nécessite le plus souvent des traductions. Une lourde machine administrative qui ralentit fatalement la marche des investigations. D'autant plus que le temps presse, l'hypothèse criminelle ne faisant que se renforcer au fil des jours. Pour dernière preuve de vie de Tiphaine Véron, le juge dispose d'une photo prise par le couple de touristes allemands au matin du 29 juillet 2018. Les enquêteurs savent encore que son portable a borné sur le Wi-Fi de l'hôtel de Nico aux alentours de 11h du matin, heure locale. Ce téléphone a reçu des appels vers 23h, toujours heure locale, mais l'appareil n'a émis aucune communication. Les proches sont dubitatifs. Ils estiment que trop peu de vérifications ont été conduites sur le téléphone portable de Tiphaine. Ils vont aussi s'interroger sur le fait qu'aucune perquisition digne de ce nom n'aurait été menée dans la chambre occupée par la Française à l'auberge Turtle Inn. Les interrogations ne manquent pas, d'autant plus que cette région touristique, réputée si tranquille, ne le serait pas autant que cela.
À Nikko, un panneau installé sur un chemin de promenade juste devant le temple de Takino, l'un des plus visités, avertit les promeneuses de rester sur leur garde. Un individu rôde en ce moment même dans la région. Il se présenterait comme un guide touristique auprès des femmes, dans le but, semble-t-il, de les importuner ou de les agresser. Un panneau uniquement rédigé en japonais que n'a pas forcément vu Tiffaine Véron, ou qu'elle n'a peut-être pas su déchiffrer malgré ses connaissances de la langue. 3 semaines après la disparition, une tête décomposée avait été découverte sur une voie ferrée à Nikko et un corps dans une rivière du secteur. Pas de rapport avec Tiffaine Véron, mais aucun commentaire de la part de la police locale. Des doutes de plus en plus insupportables sur le sort de Tiffaine Véron. Malgré les assurances des autorités, la police japonaise va desserrer son étau et alléger le dispositif d'enquête. Un dossier risquant à tout moment de s'éteindre et qui va donc devoir être porté à bout de bras par la famille. Dès les premières semaines, les proches de Tiffaine Véron ont senti que cette disparition n'était peut-être pas le fruit d'un simple accident. Ils se sont donc démenés pour que l'enquête au Japon et en France s'accélère et que les investigations soient le plus poussées possible. Le 7 août 2018, un peu plus d'une semaine après la disparition, la mère de Tiffaine, Anne Désert, rédige une lettre ouverte à l'attention d'Emmanuel Macron dans laquelle elle estime que tous les moyens ne sont pas mis en œuvre pour retrouver sa fille. Même si un observateur français envoyé au Japon certifie que la police locale agit de façon efficace et normale, la famille doute. Les enquêteurs locaux manqueraient de curiosité et de volonté de trouver la vérité. Sybille Véron, la sœur de Tiffaine, va elle aussi interpeller le président de la République. Dans la cour de l'Élysée, alors qu'il accueille le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, en visite en France, la sœur de Tiffaine est reçue par les 2 dirigeants. Tous les 2 m'ont écouté et se sont engagés à débloquer la situation, dit-elle alors. Début 2019, après 6 mois d'investigation, force est de constater que l'enquête n'a pas apporté les fruits espérés. Aucune avancée notable, si ce n'est une accumulation d'interrogations et d'hypothèses. La famille fait alors savoir qu'elle s'adjoindra les services d'enquêteurs privés. Quelques mois plus tard, l'ancien gendarme Jean-François Abgral se voit ainsi confier le dossier Tiffaine Véron. Abgral, devenu enquêteur indépendant, est un habitué des procédures judiciaires et des dossiers délicats. C'est lui qui notamment a fait avancer l'affaire Émile Louis, les disparus de Lyon, et obtenu les confessions de Francis Holm. L'ancien gendarme explique ainsi au journal Centre Presse: le plus long, c'est maintenant, c'est un travail de fond. Nous défrichons le dossier depuis 1 mois et demi. Par expérience, je sais qu'il ne sert à rien d'aller courir dans un endroit. Je ne vais pas à la pêche. J'ai besoin de m'imprégner du dossier pour faire des choses efficaces. Jean-François Abgral reprend donc le dossier de A à Z. Pas de contre-enquête, mais une enquête. À lui de creuser la piste criminelle, d'examiner la personnalité de la victime, de refaire son parcours au Japon, d'interroger des témoins et de nouer sur place un réseau de contacts qui vont apporter des informations. L'enquêteur privé n'exclut pas la possibilité d'un enlèvement perpétré par un homme habitué des lieux, connaissant bien les habitudes des touristes et propre à s'évanouir rapidement dans le paysage. L'hypothèse d'une séquestration pourrait être ainsi envisagée et, le cas échéant, si elle est étayée, présentée à la justice japonaise. 2 ans après la disparition de Tiffaine Véron, l'enquête privée va donc retourner au Japon avec une longue liste de vérifications qui manquent à l'appel, des investigations simples mais apparemment jamais conduites par les autorités locales. Malgré le silence et des recherches qui ont conduit à des impasses, la famille de Tiffaine Véron, ses frères, sa sœur sont persuadés que la vérité va finir par apparaître. L'ancien gendarme devenu enquêteur privé, Jean-François Abgral, doit mener sur place l'enquête, de quoi redonner de l'espoir dans un dossier qui semblait être condamné à l'oubli, tout aussi bien côté français que côté japonais. Les proches ont ainsi répertorié toute une liste de missions, parmi lesquelles certaines auditions de témoins ou encore la fouille du lac de Shuzenji, qui se trouve à une 30aine de minutes de l'hôtel. Tiffaine Véron avait effectivement envisagé de s'y rendre lors de son séjour à Nikko. La police japonaise n'a jamais fait de recherche dans ce plan d'eau. Les chutes de Kigon, dans un parc naturel, n'auraient également pas été explorées comme il se doit par les enquêteurs.
La famille de Tiphaine Véron abat ainsi sans doute ses dernières cartes, mais impossible de se résoudre, malgré le temps qui s'écoule et les 9700 km séparant la France du Japon, impossible d'abandonner Tiphaine à son propre sort, quoi qu'il en soit.